Avez-vous toujours voulu savoir à quoi ressemblait réellement la vie quotidienne au Moyen-Âge? Les gens de cette époque étaient-ils vraiment aussi fous que le prétendaient nos clichés actuels? Restez à l'écoute et faites-vous votre propre opinion. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Voici 15 événements quotidiens authentiques du Moyen-Âge qui seront difficiles à croire. Amusez-vous bien en regardant notre vidéo. L'âge des ténèbres. Le Moyen-Âge a toujours la réputation tenace d'être l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire mondiale. Mais cet âge des ténèbres était-il vraiment aussi sombre qu'on le dit souvent? Certes, il y avait certainement des choses plus agréables que de devoir affronter la peste ou la guerre de 100 ans. Mais en vérité, le Moyen-Âge a également été une période très stimulante pour la science et l'éducation. Non seulement des penseurs impressionnants comme Thomas d'Aquin et le mathématicien Léonard Fibonacci ont vécu à cette époque, mais les universités d'Oxford et de Cambridge ont également été fondées au cours de l'âge des ténèbres. Les arts ont également prospéré à cette époque. Le premier grand mouvement artistique international s'appelle l'art roman. L'architecture de ce style se caractérisait par des arcs massifs en plein cintre, des tours de pierre et de briques, des fenêtres élancées, des murs lourds, et l'art et la structure de ce mouvement représentaient largement des scènes bibliques. Le prochain grand mouvement à voir le jour s'appelait le gothique, connu par son style orné. L'architecture gothique se caractérise par d'énormes vitraux, des arcs brisés, des voûtes d'arêtes et des arcs-boutants. En fait, ce style reviendra en popularité des siècles plus tard avec le Gothic Revival en Angleterre, à la fin de la période victorienne. C'est pourquoi l'abbaye de Westminster a été créée dans ce style. Cimetière animé. Aujourd'hui, les cimetières sont des lieux tranquilles où les personnes endeuillées peuvent dire adieu à leurs proches dans un environnement protégé et respectueux. Au Moyen-Âge, cependant, les cimetières n'étaient pas seulement des lieux où l'on enterrait les morts, ils étaient en quelque sorte des lieux de rencontres publiques où il y avait beaucoup d'activités. De nombreux événements importants dans une ville, tels que des élections, des débats, des audiences de tribunaux et même des représentations théâtrales, se déroulaient à proximité du cimetière ou directement dans celui-ci. La nuit, on dit que de nombreuses dames se sont glissées dans le cimetière pour y offrir certains services. Cela devait être moins cher que de louer une chambre dans un bordel. Ossuaire. Au milieu de toute l'agitation qui régnait dans les cimetières médiévaux, il ne faut pas oublier que des enterrements y étaient bien sûr également effectués. Parfois, cependant, le problème se posait. L'espace dans le cimetière devenait de plus en plus rare. Alors, pour faire de la place pour d'autres enterrements, les restes des défunts étaient exhumés et placés dans ce que l'on appelle des ossuaires. Les ossuaires, du mot latin os qui signifie os, consistaient en un coffre, une boîte ou une autre structure où sont déposés les restes du squelette. Lorsque vous regardez les nombreux crânes et ossements qui s'agitent encore dans plusieurs ossuaires, une sueur froide peut vous parcourir l'échine. Les habitudes de coutellerie. En allemand, il existe une expression idiomatique qui se traduit par « rendre la cuillère ». Son équivalent en français serait « rendre l'âme ». Au Moyen-Âge, les ouvriers agricoles recevaient une cuillère au début de leur engagement, ce qui leur donnait le droit de manger. Ils la rendaient lorsqu'ils terminaient leur travail. Et maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi on ne dit pas « rendre la fourchette ». Eh bien, c'est tout simplement parce que les fourchettes n'étaient pas si courantes à l'époque. Il existe différentes théories expliquant pourquoi les gens du Moyen-Âge préféraient utiliser des cuillères et des couteaux. On suppose généralement que la fourchette était considérée comme peu civilisée et étrange. Elle avait un aspect barbare et ses pointes ressemblaient au trident du diable. La mode des chaussures. Classique, sportive ou élégante? Lorsqu'il s'agit de la question des chaussures préférées, chacun d'entre nous a ses propres goûts. Si nous jetons maintenant un coup d'œil aux chaussures qui étaient à la mode en Europe au XIVe et XVe siècle, nous nous rendons compte que la mode des chaussures médiévales était vraiment haut de gamme, au sens propre du terme. En fait, les chaussures dites à bec étaient si pointues que l'on se demande comment les gens de l'époque parvenaient à marcher raisonnablement de façon normale. La longueur de ces chaussures extravagantes
étaient étroitement liés au code vestimentaire officiel et dépendaient de la classe sociale de celui qui les portait. Et aujourd'hui, nous pensions que les femmes portant des talons hauts avaient la vie dure. Voici une autre information intéressante. C'est dans ce contexte qu'est née l'expression « vivre en grand », qui est encore courante aujourd'hui. Désinfectant. Qu'il s'agisse d'un coup de couteau, d'une coupure ou d'une morsure, toute personne blessée a intérêt à désinfecter ses plaies le plus rapidement possible. Ce qui s'applique à notre vie quotidienne moderne peut bien sûr aussi s'appliquer au Moyen-Âge. Sauf que les gens de l'époque n'avaient pas les désinfectants à base d'alcool que nous pouvons facilement acheter dans les magasins d'aujourd'hui. Alors, que faisaient les médecins médiévaux? Ils utilisaient l'urine à cette fin. Même Thomas Vicary, le médecin personnel du roi Henri VIII, conseillait aux soldats de traiter les blessures subies au combat avec de l'urine pour éviter les infections. C'est peut-être dégoûtant, mais les experts en survie affirment aujourd'hui que cela fonctionne, à condition que l'urine soit fraîchement évacuée. Sinon, le taux de bactéries augmente et ne produit pas l'effet nettoyant souhaité. Mais n'avons-nous pas de la chance d'avoir des lingettes à l'alcool aujourd'hui? Un jeu de football amusant. Pouvez-vous croire que le football était autrefois interdit en Angleterre? Cela semble plutôt drôle, étant donné la popularité du football dans ce pays aujourd'hui. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, le jeu de l'époque était très différent des matchs d'aujourd'hui. C'était comme une violente bagarre. Des règles strictes? Aucune. Une sorte de jeu déloyal, inutile tant qu'aucun joueur ne meurt. Une balle de match professionnelle? Une vessie de porc remplie d'air fera l'affaire. Même la taille des équipes n'était pas précisément définie. Non seulement le jeu était une véritable foire d'empoigne, mais les spectateurs ont également perdu le contrôle. Il n'était pas rare qu'une foule entière se précipite dans la zone et se déchaîne joyeusement. Les choses ont tellement dégénéré qu'au début du XIVe siècle, le roi Édouard II a été contraint d'interdire le football. Mais Édouard avait une arrière-pensée. Le football détournait les hommes de la pratique du tir à l'arc. Et pourquoi avait-il besoin d'archers? Pour lutter contre la France, bien sûr. Mais au moment où Henri VIII monte sur le trône, le football est de retour sur le terrain. En fait, on pense qu'Henri VIII a possédé la première paire de chaussures de football désignée. Elle figure dans sa garde-robe royale. Mais lorsque Henri VIII est devenu trop gros pour jouer, il a lui aussi interdit le jeu, soi-disant à cause des foules. Échantillon de brancard. Lorsque les investigations terrestres atteignent leurs limites, il faut parfois faire appel à l'aide de l'au-delà. En effet, le test dit de Barre était utilisé au Moyen-Âge pour prouver la culpabilité ou l'innocence d'un meurtrier présumé. Pour ce faire, le suspect était amené auprès de la victime du meurtre étalé. L'accusé devait alors placer sa main sur la blessure mortelle du cadavre et protester de son innocence sous la forme d'un serment prescrit. Si du sang sortait alors de la plaie, la culpabilité du suspect était prouvée. En revanche, si ce n'était pas le cas, l'accusé était autorisé à retourner à sa vie libre. Cette pratique reposait sur l'hypothèse que l'âme du défunt se trouvait encore dans le cadavre. Si le cadavre se mettait à saigner pendant la répétition de la civière, le fantôme voulait se venger du meurtrier. L'épreuve du feu. Cependant, l'épreuve du brancard n'était pas, loin s'en faut, le seul moyen de preuve inhabituel utilisé par les tribunaux médiévaux. Une autre épreuve, dite épreuve du feu, était également l'un des moyens courants par lesquels un accusé pouvait être condamné. Le suspect devait soit marcher pieds nus sur du fer rouge, soit porter le métal brûlant sur une certaine distance à main nue, soit mettre sa main directement dans le feu. Si le suspect n'est pas blessé ou si ses blessures guérissent au bout de quelques jours, il est innocent. Dans les autres cas, une sanction l'attendait. Suspect poilu. Ce qui semble presque incroyable de nos jours était encore monnaie courante dans les salles d'audience du Moyen-Âge. Les procès d'animaux. En effet, des procès criminels étaient organisés contre des animaux qui avaient eu des démêlés avec la justice. Il pouvait s'agir, par exemple, de porcs qui avaient attaqué des enfants, ou de bétail, de chevaux et de chiens
qui avaient commis d'autres crimes. Au tribunal, les accusés poilus avaient même leur propre avocat. Une fois que les amis à quatre pattes étaient reconnus coupables, c'était la fin. Ils pouvaient être noyés, pendus, brûlés ou enterrés vivants. Une fois, toute une bande d'animaux a été condamnée pour ne pas avoir porté secours parce qu'ils avaient assisté au viol d'une femme. La vie des paysans. Lorsque nous pensons aux agriculteurs de nos jours, des images de travailleurs indépendants possédant de nombreux champs et une grande cour nous viennent à l'esprit. Cependant, la vie des paysans médiévaux était tout sauf libre, bien au contraire. À cette époque, les paysans cultivaient généralement des champs qui leur avaient été attribués par leurs souverains. En contrepartie, les paysans étaient tenus de payer des impôts sous la forme de services de main-d'œuvre et de nourriture. En outre, les paysans pouvaient être envoyés à la guerre par leur maître à tout moment. Comme on peut le constater, la vie quotidienne de la population rurale n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec l'idylle rurale de nos jours. La voie de la chevalerie. La participation au grand tournoi, la gloire sur le champ de bataille, l'admiration sans réserve du reste de la population, tout cela est aujourd'hui associé à la vie quotidienne d'un chevalier médiéval. Le problème, accéder au rang de chevalier était tout sauf facile. Celui qui voulait atteindre ce statut exalté devait être de naissance noble et posséder suffisamment d'argent pour s'offrir des armes, des armures et des chevaux. Les familles riches envoyaient leurs fils dans les maisons nobles dès l'âge de 8 ans, où ils servaient d'abord comme pages. À l'âge de 14 ans, le jeune homme devenait écuyer et suivait un apprentissage rigoureux. S'il réussit à passer cette période, il est fait chevalier à l'âge de 21 ans. Tout cela semble bien plus difficile que d'aller au lycée ou à l'université. Mais les avantages étaient que vous pouviez entrer dans les grandes légendes, comme le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde. La saignée. Connue depuis l'Antiquité, la saignée était encore très populaire au Moyen-Âge. Une bonne circulation sanguine étant essentielle à notre santé, les professionnels de la médecine de l'époque pensaient pouvoir guérir une personne malade en drainant littéralement le mauvais sang de son corps. Qu'il s'agisse d'une toux ordinaire, de la fièvre typhoïde ou même de la peste, la saignée était utilisée pour pratiquement toutes les infections physiques afin d'éliminer les agents pathogènes présumés de l'organisme. Pour effectuer la procédure, le professionnel de la santé avait deux choix. Faire une incision à proximité de la partie du corps infectée ou faire la coupe à un endroit opposé du corps, censé correspondre à l'organe touché, selon les croyances médicales médiévales. Il est intéressant de noter que les traités médicaux médiévaux présentaient des illustrations détaillées des saignées. Les images montraient où il était approprié de faire les incisions, en fonction de la partie du corps présentant des symptômes. Cependant, étant donné qu'un effet curatif notable ne pouvait être prouvé que pour très peu de tableaux cliniques, cette pratique a disparu des pratiques médicales au fil du temps. Conquête de Constantinople. En 1198, le pape Innocent III lance la 4e croisade pour reprendre Jérusalem aux souverains musulmans. En 1202, l'armée est prête à attaquer et reçoit l'ordre précis de ne pas attaquer les États chrétiens, bien que les croisés ne soient finalement pas censés tenir compte de ces instructions. C'est donc en avril 1204 que l'armée a conquis, mis à sac et partiellement détruit Constantinople, pourtant la plus grande ville chrétienne du monde. Roues. Aujourd'hui, nous associons les roues aux bicyclettes ou aux pneus des voitures, mais au Moyen-Âge, la roue était une forme bestiale de peine capitale qui attendait les meurtriers ou les voleurs condamnés. Tout d'abord, la victime était plaquée au sol. Puis, le bourreau lui écrasait les bras et les jambes avec une roue en fer. L'étape suivante consistait à attacher le condamné à une roue, qui était ensuite érigée sur un poteau. Selon la gravité du crime commis, le bourreau décapitait, étranglait ou jetait le condamné vivant dans le feu. Tout cela dépendait de la gravité du crime commis. Évidemment, c'était terrible pour le condamné. Mais imaginez si votre travail consistait à jouer le rôle de ce bourreau. C'est maintenant votre tour. Que pensez-vous de ces 15 choses étranges du Moyen-Âge ?
nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Merci d'avoir regardé, bonne soirée et à la prochaine.